Hi, my name is Jean-Christophe Burkhardt, and I'm here in Paris in one of the workshops of the Fort Royal group of artisans. This workshop was started in 1860 and then bought by the father of the current owner, Frédéric Lefebvre. And since, they have been providing France with the finest ornaments for furniture, lighting, and interior decor. It is a place full of treasures. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Christophe. C'est un plaisir. This is Mr. Frédéric Lefebvre, the owner of this amazing workshop, and he will take us through. On est sur l'histoire du bronze ici, le bronze d'ameublement, le bronze dans toute sa généralité aussi maintenant, l'histoire qui part du XVIIIe siècle jusqu'à l'art déco principalement, et maintenant toutes les réalisations contemporaines qui sont issues de notre travail et savoir-faire traditionnel et que l'on adapte sur des dessins plus nouveaux. So you're working both in the restoration field and in making new pieces for interior designers. Nous travaillons principalement sur deux axes, bien sûr, la restauration d'objets anciens qui nous sont confiés par des clients divers et variés et d'horizons aussi divers et variés, et sur des fabrications de pièces nouvelles, contemporaines, des restaurations donc d'objets, des restaurations de bronze d'ameublement qui appartiennent au patrimoine, au passé, et des créations nouvelles qui vont entrer dans le patrimoine et qui seront un jour les pièces du passé. And it looks like you have a huge number of samples, ornaments, handles, knobs. It looks quite overwhelming. La collection Renault est riche de plus de 8000 références, du petit bouton qui va dans l'intérieur d'un petit tiroir, d'un secrétaire, jusqu'à des plus grosses poignées qui peuvent, ou des plus gros motifs qui vont se rapprocher du bâtiment. Donc on a une collection effectivement riche et variée, peut-être une des plus grandes du monde. It looks like you're making a selection for something special. Oui, je suis en train de préparer un projet autour d'un bureau Louis XIV, un peu spécial, je vous en montrerai la finalité après. Donc je suis en train de sélectionner les bronzes qui me paraissent être cohérentes en termes de, bien sûr, d'histoire, de style, de forme. Renault, quand on fait ce travail-là, on est aussi ce qu'on appelle assemblier. Il faut savoir sélectionner les pièces qui vont aller ensemble. De ne pas avoir trop de pièces qui soient très très mates par rapport à d'autres. Les sabots qui aient la bonne correspondance, la moulure qui pose bien sur le corbin. Voilà, donc c'est... So you're also a bit of an expert on the history of French styles, the history of the decorative arts. Oui, il faut bien sûr connaître tout ça un peu par cœur. Il faut aussi connaître son magasin, tout ce que l'on a en stock, tout ce que l'on comme article à proposer pour pouvoir réaliser pleinement ce travail-là. So, looks like you have everything ready. Tout est prêt dans la première phase de sélection des bronzes pour mon projet sur lequel on veut aboutir. On va après évidemment travailler le bronze finement pour le préparer. Je vous montre par exemple, ça c'est une chute qui a été polie et préparée, elle est prête à être vendue presque. Et par contre vous avez un exemple de fonte ici qui est directement sorti de fonderie avec toutes les jets de fonderie. Donc notre travail maintenant ça va être de préparer, d'emmener cette pièce là à cette définition et cette couleur là. So this is then where the polishing process comes in from the very raw, and this looks like a sand casting. On est ici sur une fonderie sable, donc traditionnelle, ce qui se faisait 18e, 19e siècle.
Et ici, sur cette petite entrée, nous sommes sur une fonderie de cire perdue. So here are two examples. This is a sand casting, and I can see from the texture that it's very matte. And this is the polished, so that's where the polishing comes in. And this very small piece is actually an example of lost wax, where the detail comes straight away. So first of all, this is the area where you do the finishing. C'est tout à fait ça. On va ici préparer les couleurs finales du bronze selon le rendu attendu de notre client. Ça peut être de la dorure, ça peut être du nickel, ça peut être du chrome, ça peut être du vernis, ça peut être des bronzes médailles. Et je voulais te montrer les différences que l'on pouvait avoir de couleurs juste sur une même plaque et avec le même produit avant que ça parte au vernis. On peut aller du plus clair au plus moyen, on peut aller avec des nuances, on peut aller sur des couleurs différentes. L'importance du métal, l'importance de l'oxydation font que le grand projet des grandes tables, on est là-dessus, mais aussi, on a aussi de la dorure. On a aussi, comme je disais. So here I can see you've created a slightly antique finish, something that looks like it has lived. Oui, alors c'est ce qu'on essaye de retrouver dans nos patines, c'est que on commence à inventer une histoire. En fait, on va décorer le métal, et il faut que ce métal, à partir du moment où il est décoré, il est donc fini, et c'est lui qui commence à créer sa propre histoire. Donc, on est vraiment au bout de la chaîne quand on a fait la patine, ou ce qu'on appelle le traitement de surface, et c'est à partir de ce moment-là que l'objet vit pleinement sa vie d'avenir. And I guess there are two approaches to both restoration and new pieces. One is something that is highly polished, gilded, brand new, and the other one is to bring some of the history into the finish, bring the feeling of lived in, the touch, the shading that light and time can bring. Il y a effectivement ces deux axes sur lesquels on travaille et sur lesquels on est très respectueux. Du côté de la restauration, j'ai tendance à dire que c'est l'objet qui commande. L'objet a déjà une histoire et nous, on ne fait que, quand on le restaure, on ne fait que s'approprier son histoire pour pouvoir la répéter. Quand on fait, l'objet est né avec une couleur de dorure, si on fait une réparation locale, on va s'employer à retomber sur le même ton de la dorure. Donc on se sert de l'histoire de l'objet et c'est souvent l'objet qui décide, qui nous guide. Après, quand on fait une création, c'est un peu plus complexe parce qu'on est guidé par le client final, on est souvent guidé par le commercial qui a obtenu l'affaire, qui est notre relais, et souvent on parle de couleur. Et comme tu l'as cité, la différence de lumière, la différence d'exposition, la différence de ressenti. Tu parlais de l'histoire de la matière avec l'homme. Je vais avoir, moi, en tant que décideur de chef d'atelier, je vais avoir un autre ressenti des fois que mes collaborateurs. Tout à l'heure, Eva est venue me voir pour me dire « je ne suis pas sûr que ça te plaise ». La différence, voilà. Et moi, des fois, je leur demande de faire des choses et je ne suis pas sûr que ça va plaire à notre client. Voilà, donc c'est toute la difficulté du travail de restauration. On est un peu téléguidé et c'est relativement plus facile parce que l'histoire de l'objet nous guide et on sait la finalité sur laquelle on va arriver, que quand on fait des créations, on n'est pas toujours, on est des fois dans un flou artistique mais qui est la vraie valeur, enfin notre vraie valeur ajoutée. Et là, c'est de trouver chez notre client ce qui va le passionner et de pouvoir le réaliser surtout. And this is actually what I call the spirit of craftsmanship. So, what are we going to do now to this piece? Cette pièce-là, nous allons maintenant la reprendre en ciselure. Elle a été préparée, on lui a donné un petit coup de poli juste pour qu'on voit bien les détails. Et moi, je vais aller avec mes petits outils en acier, je vais aller peaufiner les détails. Alors, je vais utiliser des petits outils en acier qui, par définition, est plus dur que le bronze et que le laiton. Ce sont des outils en acier et qui ont été trempés. Et je vais retracer
L'importance de la ciselure, c'est que en affinant le détail du bronze, on va avoir une réelle incidence sur la dorure après. On va faire des mats et des brunis. Si je laisse l'intérieur ici très mat, ou si je ne fais pas de partie que j'aurais préparée pour être brillante, ça va se ressentir sur la dorure et on ne pourra pas avoir cette amplitude entre les mats et les brunis que l'on cherche et qui font la beauté d'une pièce. Oui. On a piece like that, how long would you spend on it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je veux parfaire mon travail, je viens de calculer avec mon doigt, en général je cisèle ça en une demi-heure. Donc j'ai 4 heures de travail sur cette face-là et j'en ai 4 sur l'autre côté. Donc j'ai 8 heures. C'est une méthode de calcul qui est la mienne, qui tombe à peu près juste. What is the next stage now? La prochaine étape, ça va être la dorure. Je vais avoir fini de préparer ma pièce tout en ciselure. Je vais avoir donc les mats, j'aurai fait les brunis. Et maintenant, ça va être la dorure. On va lui faire un petit plongeon dans le bain. So tell me now, what is the next stage of the process? C'est la dorure. On va se servir de nos bains, qui sont des bains électrolytiques. On a une anode, une cathode, des produits un petit peu chimiques comme tu vois sur les étiquettes de sécurité, et dedans des sels d'or, voilà, que l'on mélange à ce qu'on appelle communément dans notre métier, notre bouillon. Voilà. Une fois qu'on a réalisé nos bains, on va accrocher la pièce et on va la poser sur la barre métallique et ça va servir de cathode. C'est-à-dire que l'or qui est en sel dans notre bain va se déposer sur notre pièce. Donc là, dans le procédé, on va accrocher la pièce donc sur des crochets pour qu'elle serve de catalyseur. On a l'anode et ça va devenir la cathode. Et les sels d'or qui sont dans le bain vont se déposer sur notre pièce. Voilà. On va laisser en temps, autant de temps qu'on veut que ça se charge en or. Tu vas voir, on va avoir des étapes pareilles entre les deux. Quand on va avoir plongé la pièce dans le bain d'or, il va se créer une espèce d'oxydation due à la chaleur, etc. Donc on va ressortir la pièce, on va la rincer et après on va l'emmener à la gratte-bosse, tu vas voir, on va la frotter dans tous les sens avec une brosse en laiton avec de l'eau qui coule et c'est de là qu'apparaît la magie de la dorure. D'accord. Donc là, on a accroché la pièce. Voilà. Oui, on va. Alors, dans le processus, effectivement, on va dégraisser la pièce. Un rinçage mort, un rinçage courant. Un bain de préparation, un bain de rinçage. Donc là, on va la passer dans un premier bain qu'on appelle un bain de charge. Donc on va laisser la pièce, tu vois, au bout d'un moment, ça bouillonne un petit peu. Ça veut dire que le contact se fait, l'électricité passe, tu le vois au niveau, oui. Tu vois, au raccord de l'eau et du crochet. Oui, je commence à voir des bulles. Voilà, There are some donc là, bubbles. Donc là, c'est que la pièce se charge. Elle ne se charge pas. Hein. Alors mets un tout petit coup d'intensité peut-être. Remets juste un petit coup d'intensité qu'on voit les bulles. Voilà, tu vas voir les bulles. Voilà, tu vois les bulles qui apparaissent. Ça veut dire que le courant passe. So the current is passing through it. Voilà. And the... Après, on change de pièce. Tu vas me regarder le même endroit. Tu vois comment elle a déjà changé de couleur? Voilà. Et tu vois, et regarde juste, je sais pas si tu l'as regardé avant, mais tu vois, en peu de temps qu'on l'a mis, comment on a déjà... Oui. Alors celle-là, on va la ranger, d'accord? Et celle-là, comme elle a été dorée, là, on va vite mettre 1 ou 2 grammes d'or. Hein. Le processus de ça, c'est pour retirer la légère oxydation qui s'est formée dans le bain. En fait, c'est une brosse en laiton
qui est entraînée par un moteur et sur laquelle l'eau coule pour évacuer tout ça. Ce qui permet d'avoir, quand on va remettre la pièce dans le bain, on va être sur de la dorure donc propre et donc ça va se charger encore mieux. Et on va avoir une vraie belle couleur de dorure. Donc là, c'est la phase dans l'eau chaude. Donc là, la pièce monte en température. So that's to heat up, Chaud. and then So. you're putting it in sawdust. And we can see very clearly the parts that have been polished and chased, and the recessed part where it is more matte. So this lovely contrast is what makes it really stand out. So this is Eva, the artisan specializing in the burnishing of the final piece. Ce process, l'étape suivante, la dorure, s'appelle le bruni. Par cette action, Eva va travailler avec des outils en acier et des obsidiennes et elle va aller écraser l'or, comme tu peux le voir attentivement ici, tout de suite. Le résultat est instantané. Donc pour lui donner de la brillance. On a vu qu'au travers de la ciselure, on gardait du mat par endroits et qu'on préparait des endroits pour être plus brillants. So this is the process of burnishing with either hard steel or that looks like an obsidian stone, and it's to burnish and flatten the gold to bring the sheen out. And we can see immediately the difference. Nous avons fait une dorure là un peu décorative pour que ça soit dans l'ambiance de l'objet que l'on prépare. On peut avoir aussi traditionnellement des dorures qui soient beaucoup plus mates. Par exemple, sous l'Empire, tu avais, ça existait au XVIIIe aussi, mais sous l'Empire, tu as eu la dorure au mercure hors moulu, dont Oui. tu as entendu parler, qu'on ne fait malheureusement plus aujourd'hui, mais qui était un mat très profond. Le mat venait aussi de la finesse de la ciselure qui accrochait beaucoup le mat de dorure. Aujourd'hui, on est capable de refaire cette couleur-là, ou tout du moins de s'en approcher vraiment, cette nuance verte que tu retrouves dans le mercure, que tu as du mal à retrouver dans l'électrolyse si tu ne fais pas la phase suivante, c'est ce qu'on appelle la patine. La patine, on va aller adjoindre des produits pour renforcer cette couleur et cette amplitude entre les mat et les brunis. And after this stage of burnishing, is there any other processes that go on it? Oui, on va affiner après la couleur que l'on veut par le biais de patines. Alors soit que l'on fait à froid sur la dorure décorative, on peut aussi faire des patines à chaud pour que la couleur que l'on va sélectionner, des ombres brûlées, du vert, du jaune, là où on veut s'orienter, s'imprègne dans la couleur d'or. Là on n'a pas besoin, on est sur des dorures décoratives qui ne vont pas être touchées. Eva va nous montrer après la phase suivante de la patine et tu vas voir la différence. C'est aussi ça qui augmente l'amplitude entre les mat et les brunis. So this is a pigment based in a taupes medium, and different colors will give different effects and relate to different styles, and in order to match with a piece generally. And you can really see how that reddish tinge deepens again the contrast between the gold highlights and the more matte recesses. Now we should have a look at this piece on the piece of furniture. Okay, all right. So let's now have a look at how these pieces fit on a piece of furniture. Tu te rappelles du début où j'ai pris les notes de ce que je voulais? Oui. Donc voilà
la réalisation de notre travail d'équipe en collaboration avec le polisseur Le Doreur. La chute que l'on a ciselée, issue de notre magasin, la moulure que l'on a vue là-haut, les tirages. Tu vois tout ça, le sabot qu'on a sélectionné. Ça, c'est un ami ébéniste qui nous a fait la carcasse. So I understand this piece was for a show, right? Oui, parce que tu auras remarqué que pour un bureau, c'est tout petit. Voilà. Alors, on a eu l'idée, comme on n'avait pas beaucoup de place sur le salon, on a eu l'idée pour augmenter le design, c'est de mettre un miroir derrière. Et si tu regardes bien, j'ai un bureau complet maintenant. So I can see how well it goes together with the gilding, on the leather. Tout ce qui est bois de boue, ce qu'on appelle le bois de boue, était protégé. C'est notamment aussi pour ça qu'à une époque, on a rajouté des sabots. Et souvent, tu vois des sabots qui sont fermés derrière dans l'ébénisterie. En fait, ça avait une double fonction. Un, c'était décoratif. Et deux, ça maintenait cerclé le bois. Le bois souvent prenait l'humidité par le bas et avec les plaquages. Donc au bout d'un moment, ils se sont dit comment on peut faire pour allier l'utile à l'agréable. On dit tiens, on va mettre des brides au sabot. Voilà, alors en décoration, on n'est pas obligé d'en mettre. Ça, c'est une pièce d'exposition pour le show. Mais si j'avais fait un meuble pour un client, je lui aurais dit de mettre des arrières. C'est plus authentique, c'est plus joli et ça a aussi une fonction utile. And I can see that many of these figures, for example, this one here, has a mythological quality. And I think it's probably from Greek mythology and Greek culture, which was such a big influence throughout the West, and particularly France, Italy, and to some extent Spain. Oui, bien sûr, mais comme dans tout l'art, pas que dans le bronze, si tu regardes bien dans tous les petits éléments que tu as autour, et si tu regardes attentivement dans des détails, tu vas voir, la nature est omniprésente, feuillage, par exemple, tu vas en voir surtout, et tu vas voir des divinités aussi partout. Tu vas voir Minerve, tu vas voir Mercure, et tu vas voir tous les autres qui vont être représentés d'une façon détournée des fois peut-être, mais aussi appliquée sur des motifs, que ce soit des entrées de serrure, que ce soit des macarons. On a toujours cette connexion avec l'histoire, l'Antiquité qui se rappelle à nous constamment. So I can see here we have an old-fashioned metal lathe. Tour à métaux, tout à fait. Oui. Donc, le principe est simple. Ça, mais je le ferai après, c'est pas grave. So this is the top of a small ink, Yes, encrier. of a small inkwell. A little lid for a small inkwell with a serrated detail on the side and a tiny little top to take it. Here it is, a perfect little piece. On a fait là, avec cette brosse-là, on a fait un poli qui est très mat. Oui. Maintenant. C'est bon, Pat, c'est bon, c'est bon. Pat, c'est bon. T'as pas de quoi ta coulée, c'est bon. So I can see now how that part is shinier. Yes, it's very clear. On one side, I can really see the shiny parts, and here is the duller part. Et on a, je dis que l'atelier ici, c'est le plus dangereux. Tu as vu tout à l'heure comment la pièce, elle peut très vite partir.
C'est le plus salissant. Le plus ingrat, tu travailles avec un masque comme ça, avec la visière, des gants, un gros tablier. Et par contre, c'est le métier le plus, c'est la phase du traitement de surface qui est la plus importante. Si la surface du métal n'est pas bien préparée, tu peux donner ça au meilleur doreur du monde, au meilleur vernisseur, au meilleur laqueur, à qui tu veux, tu n'auras pas un bon résultat. So these final polishing stages are the most important for the gilding to look totally right. So it's just every step of the preparation has to be just right for the next one and for the next one. Of course. And that's why it's not possible to cut any corner in quality. So here, some stock is ready for orders. I guess it just gets polished Oui. and then it can be sent out. I can see here how there is an amazing range. So this is the stock of all the different moldings, the galleries, and this is the cutting off saw for processing orders. So these Pour are la the fonderie. original molds, Yes. the original samples that are used by the person who's going to do the casting. And that's why they're all carefully labeled in their right position. And I can see that you have a huge number and variety. So these are the head of keys. Empire, Art déco, So these are encore Art déco. the cast for the lost wax. Yes. And I can see that you have so many different. Some pieces. Quelques Wow. pièces pour les cartels. Louis XV, Louis XIV. So this is all for the Louis XV, Louis XIV, Louis XVI clocks. So these are all the parts that go the ornamentation of the clock. So, Frederick, thank you so much. This has You're been welcome. an amazing, amazing journey. A journey I couldn't have imagined. I know that most of my work is at the other end of the world in Australia. And there is one more thing I wanted to ask you. A little bit of a personal question. I can imagine when you come through the door every morning to work and you're walking past all of this. You're walking past almost the history of the French arts. It must make you feel something. You must feel proud and that you belong to an incredible tradition. Juste un bémol, tu te trompes quelque part. Tu dis que ça commence quand je rentre ici. Non, ça commence avant. C'est une vraie passion. C'est dès le réveil. Je suis dans nos travaux d'atelier, je suis avec mes collaborateurs. Évidemment, tout ce que tu dis est vrai, mais non, on est dans un métier de telle passion que ça ne commence pas que quand tu pousses la porte de ton entreprise. Mes collaborateurs, c'est pareil. Des fois, ils m'appellent le soir en disant Frédéric, demain, je vais plutôt faire ça que ça parce que j'ai des temps de séchage de vernis qui correspondent mieux. Ils m'appellent le soir. C'est ça qui est très agréable dans notre métier. La passion, la passion, la passion. Et évidemment, ce que tu dis est très vrai. On traverse le siècle, on commence avec le siècle des Lumières. Voilà, qui a porté les arts décoratifs et tellement d'autres choses en France. Donc on est l'espèce de patrimoine de bronze de cette époque-là. Et ça, qui a commencé cette époque-là. Et ça, effectivement, comme tu le dis, c'est une fierté. On débute avec cette histoire-là, le siècle des Lumières, qui a laissé une telle empreinte en France et dans le monde entier, que ça ne peut être que passionnant, enrichissant de travailler dans des endroits magiques comme ça. And I can see that you are the guardian and the artisan, and I can see your passion shining as much as the gold. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et merci beaucoup. Bon retour, Merci. à très bientôt. La maison Thank vous you est so ouverte. much. Thank you. Bye bye. Goodbye.